Si vous saviez comme j'avais hâte de prononcer cette phrase, vous avez regardé l'épisode 1 de la saison 2 de House of Dragon et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on décrypte le premier épisode de la saison 2 de House of Dragon. Évidemment, c'est plein de spoilers, donc regardez l'épisode avant de regarder cette vidéo. Sachez qu'à la toute fin de la vidéo, il y aura aussi un tout petit segment pour les lecteurs du livre, mais je vous préviendrai quand il y aura des spoilers livres. Il faut d'abord parler de ce nouveau générique, puisque effectivement, la saison 2 commence avec un tout nouveau générique qui change celui qu'on avait dans la saison 1. House of Dragon dit au revoir à son générique de la saison 1 qui mettait en avant les liens du sang et les différents acteurs de la série, ainsi que leurs enfants sur une maquette de château qui rappelait celle qui était dans les appartements de Viserys. Cette fois, c'est une tapisserie qui rappelle les tapisseries de Bayeux que l'on voit s'étendre sous nos yeux. Sur le canevas, on voit certes les fils créer des scènes de l'histoire de la maison Targaryen, mais on notera que les fils recouvrent des taches de sang qui, à chaque instant, se répandent sur la tapisserie. Une manière signifiante de nous dire que l'histoire des Targaryens est irrémédiablement liée à la violence et que les épisodes sanglants de la dynastie servent aussi comme marqueurs dans le livre d'histoire. On notera d'ailleurs que c'est le personnage de Helaena qu'on a vu tapisser dans les précédents épisodes, comme si la tapisserie de ce générique était de son fait quelque part. Rapidement, dans les scènes illustrées par le générique, on peut voir le fléau de Valyria, l'arrivée d'Aegon le Conquérant et ses deux sœurs femmes à dos de dragon, qui lancèrent la guerre de conquête de Westeros. On peut aussi voir des seigneurs qui ploient le genou, dont Torrhen Stark, le roi du Nord à l'époque. On reconnaît aussi les acteurs du Conseil de 101, dont Viserys, Jaehaerys et Rhaenys, mais aussi l'arrivée d'Alicent au mariage de Rhaenyra avec sa fameuse robe verte, puis une page de livre qui oppose Aegon II à Rhaenyra Ière. Enfin, on peut voir que la tapisserie mène, au bout de la salle du trône, au fameux siège tant convoité, le trône de fer. Tous ces détails font que ce générique est à la fois splendide et plein de sens, personnellement, j'adore. L'épisode s'ouvre aussi sur ce que j'appellerais presque un bonbon nostalgique. Et oui, puisqu'on comprend au bout d'un moment que le corbeau que la caméra suit se dirige vers en fait Winterfell. On reconnaîtra d'abord le thème musical du Nord de Ramin Djawadi, puis les hautes tours de la capitale du Nord, siège ancestral de la maison Stark. La voix de Tom Taylor, qui imite à merveille l'accent de Sean Bean en Ned Stark, nous explique quel est le devoir suprême de chaque seigneur du Nord et que chaque Nordien, par là même, protéger le royaume contre l'obscurité et le froid. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur les pratiques de recrutement de la garde de nuit. Il y a certes les prisonniers et les nobles qui prennent le noir pour éviter les sentences plus dures, mais il y a aussi, apprend-on, la pratique qui consiste à envoyer 1/10 des hommes de la maison au mur pour l'armer contre le danger lorsque l'hiver arrive. Une pratique qui semble être abolie à l'époque de Game of Thrones car, sauf erreur, il n'en est pas fait état dans la série ou les livres. En tout état de cause, ça peut sans doute faire partie des raisons pour lesquelles le mur est si peu défendu à l'époque de Ned Stark, Jon Snow et les autres. On découvre donc Cregan Stark, jeune seigneur du Nord, qui fait visiter à Jaehaerys Velaryon, premier fils de Rhaenyra, le mur et nous permet de retrouver ce monumental marqueur visuel de Game of Thrones. C'est l'occasion pour Jaehaerys de mener des négociations pour le compte de sa mère et de rappeler à Cregan le serment que son père Rickon a prêté à l'égard de Rhaenyra, déclarée héritière par Viserys. Jaehaerys en appelle d'ailleurs au souvenir d'Aegon le Conquérant, qui avait soumis l'aïeul de Cregan en le menaçant de son dragon, Balerion, obtenant ainsi qu'il ploie le genou sans combattre, perdant ainsi sa couronne de roi du Nord et devenant plus tard seigneur de Winterfell et gardien du Nord. Inflexible, Cregan Stark lui explique que l'hiver arrive et que dans ces périodes, les Nordiens ont un devoir qui précède tout, celui de défendre le mur. Ce même mur que son père avait fait visiter au roi Jaehaerys et à la reine Alysanne, mais que leurs dragons n'ont pas souhaité franchir. Un détail qui nous remémore évidemment d'autres souvenirs, c'est d'ailleurs durant cette scène qu'on entend les fameuses notes qui forment le thème des marcheurs blancs de Game of Thrones. On peut voir une épée longue dans le dos de Cregan Stark, épée qui ressemble à s'y méprendre à Glace, l'épée d'acier valyrien de Ned Stark dans Game of Thrones. Il semble que ça soit la même épée, même si personne ne nous l'a encore confirmé, on peut sans doute l'affirmer de notre côté.
Avant de parler de l'échiquier politique et des mouvements de troupes qui sont en train de se mettre au jour en ce moment même dans l'épisode 1 de la saison 2, je voulais revenir sur votre possibilité de laisser un petit like, un commentaire et un abonnement si vous voulez aider un petit peu cette vidéo à être vue par d'autres gens à qui ça pourrait plaire. N'hésitez pas à le faire, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord où vous trouverez un certain nombre de fans de Game of Thrones, de House of the Dragon et de bien d'autres choses. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou KissKissBankBank si vous voulez m'aider à pérenniser mon activité sur internet. Et vous pouvez me rejoindre ce soir même, mardi à 21h, pour discuter en direct et débriefer avec Mr. Grimes et Say My Name de cet épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon. Après cette introduction assez efficace et très nostalgique, c'est place ensuite au jeu du trône, très littéralement, puisqu'on va remettre en place qui sont les personnages principaux, où sont-ils, quels sont leurs enjeux, mais aussi quels sont les mouvements déjà mis en place sur l'échiquier politique et guerrier. On commence par le côté des Noirs, les partisans de Rhaenyra, qui se trouvent être absentes de Père Dragon au moment où la saison 2 commence. Elle laisse ainsi Daemon seul en piste, comme un lion en cage, dans le château, à tenter de préparer une guerre. Le soldat est visiblement en colère et en veut à la terre entière. Chacune de ses rencontres avec un autre personnage revient à lui reprocher de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Rhaenys de n'avoir pas tué les Hightower, Miss Arya d'avoir informé Otto, et enfin Eric Cargill de n'avoir pas tué l'usurpateur. Bref, ça bouillonne chez Daemon, qui préférerait être sur le sentier de guerre plutôt qu'enfermé dans un château à attendre que la reine revienne. Côté vert, à Port-Réal, après un coup d'état rondement mené, les fissures sont apparentes dans le plan des Hightower. On se doute bien que depuis le meurtre de son fils Lucerys, Rhaenyra n'acceptera pas les termes de sa reddition portée par Otto à la fin de la saison 1. Il faut donc se résoudre à la guerre, explique Otto à sa fille Alicent, mais il faut aussi tempérer les ardeurs guerrières d'Aegon et Daemon, qui ont tous deux envie de chevaucher leur dragon et de se porter au combat. On voit bien ici qu'un des cœurs du sujet de cette saison 2 sera les dissensions qui apparaissent déjà clairement dans le camp des Verts, avec d'un côté Alicent qui veut éviter la violence, Otto qui souhaite manipuler son petit monde pour faire les choses à sa façon, Aegon qui en a déjà marre d'attendre dans le donjon rouge, et Aemond qui ourdit déjà des plans de bataille avec Criston Cole. Parlons justement des stratégies qui sont déjà mises en œuvre et celles qui sont ourdies déjà dans les coursives pour les remettre un petit peu dans un contexte géographique pour que ce soit plus clair et visuel pour tout le monde. On nous explique d'abord qu'un blocus est organisé par la flotte Velaryon sur le Gosier. Alors le Gosier, c'est ce bras de mer qui sépare Port-Réal du détroit. Il est impossible de traverser le Gosier sans passer au large de la Marque et de Père Dragon. L'objectif des Noirs est donc d'organiser un barrage de navires pour empêcher toute allée et venue vers Port-Réal et ainsi bloquer son approvisionnement par la mer. On rappellera que la flotte Velaryon est la plus puissante du moment à Westeros, si bien que Tyrion Lannister explique qu'il faudra à la fois les flottes Lannister et Hightower renforcées pour y faire face. Le Maester Wild, quant à lui, espère le concours de Dalton Greyjoy des Îles de Fer pour venir épaissir leur flotte. On notera d'ailleurs que toutes ces flottes sont quand même plutôt loin de la zone de conflit principale, avec les Lannister à Lannisport et les Hightower à Villevieille. Par ailleurs, vu que les bateaux ça brûle plutôt bien, a priori, c'est Rhaenys qui a la charge de protéger la flotte des Velaryon sur le dos de Meleys, la dragonne qu'on appelle aussi la Reine Rouge. Voilà donc pour ce qui est de la stratégie en mer. Sur Terre, c'est plus compliqué puisque les armées des Verts se rassemblent d'un côté avec la maison Hightower à Villevieille, avec le seigneur Ormund Hightower, les soldats de la maison Lannister et les forces de l'Ouest à la Dent d'Or. Pour l'heure, tous les petits seigneurs n'ont pas encore déclaré leur allégeance, mais on sait déjà ce que les grands seigneurs vont faire. Boros Baratheon s'alliera aux Verts avec les Terres de l'Orage, après le pacte de mariage mené par Aemond, tandis que Jaina Arryn dans le Val et Cregan Stark dans le Nord ont formé des pactes avec les Noirs suite aux négociations menées par Jaehaerys. Reste donc une région particulièrement importante, car elle est au carrefour de toutes les routes qui mènent à Port-Réal, c'est le Conflent, dont le gardien n'est autre que Grover Tully, à Vivzeg, ou Riverrun en anglais. Ce n'est pas un hasard si aussi bien Aemond que Daemon s'intéressent à cette région et particulièrement à Harrenhal. En s'arrogeant le château, il créerait une tête de pont pour forcer les seigneurs du Conflent à se joindre à eux et pourrait soit sécuriser la voie vers Port-Réal du côté des Verts, soit justement menacer la capitale du côté des Noirs. Harrenhal est donc une prise cruciale. Enfin, deux autres châteaux sont mentionnés dans le cours de l'épisode 1, celui de Rosby et de Castelfoyer, ou Stokeworth en anglais, qui se trouvent être très proches de Port-Réal.
Aemond et Criston Cole s'imaginent qu'en prenant ces châteaux, et en ajoutant leur garnison à leur force, ils pourraient créer une armée de plus en plus grosse à mesure qu'elle marchera vers Harrenhal, à tel point qu'elle deviendrait imbattable. Bien qu'elle apparaisse très peu dans cet épisode 1 de la saison 2, c'est un épisode très important pour Rhaenyra puisqu'il nous permet de découvrir sa réaction à l'annonce de la mort de Lucerys. C'est d'abord la réaction d'une mère qui a lieu, puisqu'elle souhaite s'assurer qu'il est bien mort, et passe donc une partie de l'épisode à rechercher la dépouille de son fils dans la baie des naufrageurs qui fait face à Accalmie, que l'on reconnaît à son dôme à l'arrière-plan. Rhaenys, toujours autant la voix de la sagesse dans cette série, nous explique qu'elle aussi a eu besoin de voir le corps de sa fille Laena Velaryon pour pouvoir commencer à la pleurer, comme si l'incrédulité et l'espoir prenaient le pas sur la réalité de la tragédie avant que le deuil puisse se mettre en place. Au bout du compte, Rhaenyra trouvera effectivement la preuve macabre qu'elle recherchait sous la forme d'une aile d'Arax, le dragon de Lucerys, tombé dans les filets de pêcheurs, mais aussi la cape du jeune homme. Alors seulement Rhaenyra peut-elle faire éclater sa peine et commencer le deuil difficile de son deuxième fils. Cette scène, aussi courte soit-elle, permet aussi de se rendre compte de la terreur qu'un dragon est capable de provoquer chez le petit peuple. On peut voir également Syrax hurler au moment où sa dragonnière fond en larmes, ce qui à nouveau montre qu'il y a un lien fort qui existe entre certains cavaliers et leurs montures. De retour à Père Dragon, j'ai aussi été frappé par la scène très émouvante que partagent Jaehaerys et Rhaenyra, lorsque celui-ci revient de Winterfell et tente de maintenir les apparences d'un jeune prince devenu adulte, il finit par fondre en larmes dans les bras de sa mère, rappelant à quel point il est jeune dans ce conflit qui a déjà pris son petit frère. Lors de l'inhumation de Lucerys, on peut voir ses frères déposer dans les flammes des objets qui leur rappellent le jeune Luc. On voit ce qui ressemble à une couverture de nourrisson qu'on avait déjà vu lors de la naissance de Joffrey dans l'épisode 6 de la saison 1. On voit aussi le petit Joffrey déposer ce qui ressemble à un jouet en forme de cheval. Et puis enfin, Rhaenyra dépose le pourpoint de Lucerys que l'on avait vu porter à la fin de la saison 1. C'est aussi l'occasion de mentionner pourquoi Rhaena se trouve ici face au feu. C'est tout simplement parce que Rhaena Targaryen, fille de Daemon et Laena Velaryon, était promise à Lucerys Velaryon. Elle était la raison pour laquelle Lucerys n'était pas en mesure d'offrir un pacte de mariage à Boros Baratheon à Accalmie. Enfin, il faut noter le montage parallèle entre l'inhumation de Lucerys et la prière d'Alicent dans un sept de Port-Réal. La reine douairière allume 3 cierges en hommage à 3 morts. La première personne qu'elle mentionne, Alyri Florent, est un personnage créé par House of the Dragon. Il s'agit de la femme d'Otto Hightower et la mère d'Alicent qui est décédée. Elle mentionne aussi Viserys Targaryen, feu son mari et ancien roi de Westeros, et enfin, et c'est bien sûr le plus important, elle cite le nom de Lucerys dont elle regrette en filigrane le meurtre par son fils Aemond. Revenons à Rhaenyra, sachez qu'elle ne prononce que 4 mots dans cet épisode, « Je veux Aemond Targaryen ». Lorsqu'elle revient à Père Dragon, elle fait face à son conseil restreint, visiblement dans la tote de ses ordres, et ceux-ci sont prêts à obéir à ses ordres, mais elle ne s'intéresse pas aux stratégies. Ce qu'elle veut, c'est la vengeance, donnant ainsi à Daemon l'opportunité qu'il attendait enfin de pouvoir agir. Avant de parler de la fameuse séquence finale, je voulais revenir un tout petit peu sur Aegon et Helaena dans cet épisode 1. On nous rappelle qu'ils ont 2 enfants dans la série, contre 3 dans le livre, des jumeaux, Jaehaerys et Jaehaera, qui sont tellement ressemblants que même Aegon a du mal à les distinguer. Quand il entre dans les appartements de Helaena, il est obligé de s'assurer qu'il s'agit bien de Jaehaera avant de demander où se trouve son fils. Ça aura son importance pour la fin. On voit aussi qu'Aegon a à cœur d'être un bon père pour son fils et de faire de lui son héritier clair en l'invitant aux séances du conseil restreint, chose que son propre père, Viserys, n'avait pas fait pour lui, gardant Rhaenyra comme héritière. C'est aussi l'occasion pour Helaena de rappeler qu'elle a parfois des pressentiments. Ici, elle dit à son mari et frère qu'elle a peur non pas des dragons noirs, mais des rats qui circulent à Port-Réal. Et quand on voit ce qui se passe à la fin de l'épisode, difficile de ne pas voir une nouvelle allusion au fait qu'elle soit potentiellement une rêveuse, à savoir une Targaryen qui lirait parfois dans l'avenir. De quoi aussi réévaluer certaines de ses répliques dans la saison 1 par ce prisme, n'est-ce pas? Notez que Helaena est ici en train de coudre un motif de dragon doré sur un fond vert qui sera bientôt utilisé comme les armoiries officielles pour Aegon II. On note aussi les regards en coin que se jettent les servantes les unes aux autres quand Aegon est près d'elle, ce qui me donne l'occasion de vous rappeler que durant la saison 1, une servante avait été écartée du Donjon Rouge car elle était enceinte de lui après qu'il l'avait violée. Ses regards gênés et ses discours très sexuels auprès de son entourage dans une séquence où ils sont tous ivres ont tendance à prouver qu'il ne s'est pas trop arrêté après la saison 1. On l'a vu à la fin de la saison 1, Aegon n'avait pas nécessairement envie d'être roi. Pour autant, maintenant qu'il a été couronné, on sent qu'il essaie de faire des efforts. Du moins, il aimerait être aimé du peuple, c'est ce que l'on voit dans la séquence des requêtes, mais on voit bien qu'il n'a pas reçu d'enseignement sur la bonne gestion d'un royaume, car ses envies de générosité ne sont tout simplement pas possibles, lui rappelle son grand-père Otto Hightower.
Il est donc forcé de retirer une offre qu'il avait faite à un berger. On voit cependant qu'Aegon insiste pour accéder à la demande du forgeron Hugh, qu'il considère important pour la suite de la guerre. Et cette fois, Otto reste à sa place, même si on voit bien qu'il ronge son frein. Le regard d'Aegon ici en dit long dans la défiance qu'il a vis-à-vis de sa main. Et justement, après ça, on voit bien qu'Aegon est la cible des flatteries de Larys Fort, qui fait que ça, comme à son habitude, pour obtenir quelque chose. Celui-ci lui murmure qu'Otto, la main du roi, a sans doute ses propres envies, et surtout, qu'il était la main du précédent roi. En filigrane, Larys Fort lui conseille de changer de bras droit, sans avoir l'air d'y toucher. Manipulateur à souhait, Larys est toujours dans les coups fourrés, bien entendu. À ce sujet, notons que Larys a fait exécuter tous les servants d'Alicent qu'il pensait être des traîtres, ce qui lui a permis de les remplacer par des serviteurs qui peuvent lui dire tous les faits et gestes de la reine. Je pense que c'est le sens de cette scène où Alicent prend son bain et où elle congédie toutes ses servantes. Elle a sans doute le sentiment de n'être en intimité nulle part et commencerait peut-être à douter de son maître espion et admirateur pas si secret. C'est peut-être aussi l'occasion de mentionner le rapprochement significatif entre Alicent et Criston Cole, que l'on voit s'amuser 2 fois dans cet épisode 1. On notera surtout qu'Alicent lui dit au début de l'épisode que cela ne doit surtout pas se reproduire, et que en fait ça se reproduit précisément à la fin de l'épisode. Ironie supplémentaire, Alicent a récupéré l'ancienne chambre de Rhaenyra, et Criston aura donc couché avec les 2 ex-amis au même endroit en l'espace de 2 saisons. Au sujet des rats justement, l'épisode 1 place judicieusement le chasseur de rats à des endroits spécifiques du récit. Ici on le voit poser un piège alors que Criston Cole et Alicent arrivent au conseil restreint, et un peu plus tard on le voit passer dans un couloir devant la salle du trône pendant la séance de requête du roi. Ça montre bien que ces petits travailleurs du Donjon Rouge peuvent aller et venir comme ils l'entendent, avec une relative liberté sans que les nobles ne fassent attention à eux. Et bien entendu, on retrouve ce chasseur de rats dans la séquence finale. Ici, la série ne prend pas le temps de mentionner les surnoms des 2 assassins commandités par Daemon Targaryen pour tuer Aemon en rétribution d'un fils pour un fils, mais le livre nous apprend qu'on les surnomma Sang et Fromage, l'un parce qu'il est une brute capable de faire couler le sang avec facilité, l'autre parce qu'il est chasseur de rats et utilise en toute vraisemblance du fromage pour attirer les rats dans ses pièges. D'où Sang et Fromage, référence que les non-lecteurs n'ont pas nécessairement eu dans cet épisode 1. Fromage emmène Sang dans les tunnels de Maegor, et il s'agit de tunnels et passages secrets créés par le roi Maegor Targaryen, dit Maegor le Cruel. Beaucoup ont oublié l'existence de ces passages secrets, mais Fromage les utilise tellement pour naviguer dans ce donjon rouge qu'il prétend les connaître mieux que sa propre queue. À noter que cette réplique est reprise mot pour mot du livre Feu et Sang. Je noterai surtout la qualité de la photographie dans cette fin d'épisode, tout particulièrement lorsque Sang et Fromage parcourent les tunnels et les égouts et qu'ils sont entourés des ténèbres seulement éclairées par une torche. J'ai trouvé ça particulièrement réussi. Quant à la séquence finale, j'y reviendrai juste après pour évoquer les différences avec le livre, mais j'ai trouvé qu'elle apportait le choc terrible de façon assez maligne en utilisant le hors-champ et des bruitages particulièrement horribles plutôt qu'en montrant les dites horreurs à l'écran. De fait, il n'était pas vraiment possible de montrer ce qui est décrit dans le bouquin, mais j'y reviendrai. Je terminerai cette analyse en mentionnant le parallèle clair entre le dernier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2. Tous deux se terminent par une séquence d'environ 10 minutes sur des personnages secondaires, tous deux s'achèvent par la mort d'un fils, et tous deux sont ponctués juste avant le générique de fin par la réaction d'une mère prévenue de l'horreur par un membre de leur famille. Rhaenyra d'un côté, puis Alicent de l'autre. Et je sais bien qu'Alicent n'est pas la mère de Jaehaerys, mais le fait d'insister sur son visage montre bien que l'heure de la diplomatie entre Rhaenyra et Alicent est passée, et que celle de la violence gratuite qu'elle craint tant est là. La mort de Lucerys, qui a engendré celle d'un innocent, bien qu'Aemond ait été visé à la base, va déclencher l'inexorable plongée dans l'indicible. Le point de non-retour est définitivement dépassé. Alors depuis hier, dans les commentaires à ma vidéo réaction sur cet épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon, je vois beaucoup de lecteurs qui comparent la scène sang et fromage du bouquin à la scène qu'on a eue dans l'épisode 1, donc je voulais faire un focus là-dessus sur les différences qui existent entre ces deux scènes. Et il faut dire qu'effectivement la scène est bien différente dans le livre et pousse le bouchon encore plus loin. C'est de cette scène que je veux parler aujourd'hui dans ces différences par rapport à Feu et Sang. Déjà, sachez qu'Aegon et Helaena ont un troisième enfant dans le livre, Maelor, qui a 2 ans au moment de cette séquence et n'a pas été porté dans la série. Ça a pourtant son importance. Ensuite, c'est dans la chambre d'Alicent que Sang et Fromage se rendent, ils y bâillonnent la reine douairière et attendent la venue d'Helaena et ses 3 enfants comme tous les soirs. Helaena propose effectivement un collier de valeur pour les contenter, puis sa propre vie pour sauver celle de ses enfants, mais les instructions de Sang et Fromage sont claires, un fils pour un fils,
Sam demande alors à Helena de choisir quel fils elle veut qu'il assassine. Après une longue hésitation, Helena décide de pointer du doigt Maelor, le plus jeune, mais Sam décide de décapiter plutôt Jaehaerys, en disant à Maelor que sa mère voulait qu'il meure. Comme vous le voyez, le livre Feu et Sang va effectivement beaucoup plus loin dans le sadisme et la cruauté, chose que la série House of Dragon a décidé d'éviter au maximum. Et si je comprends pourquoi on n'a pas donné dans la sanguinolence absolue, je m'interroge sur le choix de ne pas porter Maelor à l'écran, ce qui rend la scène un peu bancale, dans le sens où il y a une fille et un garçon, que Helena pointe du doigt l'un des jumeaux identiques, rappelons-le, et que Fromage décide de la croire sur parole, alors qu'il pourrait très bien, selon leur propre dire, vérifier que ce qu'elle dit est vrai. Alors, je comprends la façon dont la scène a été filmée, mais je comprends un petit peu moins comment elle a été écrite, pour être très honnête. Évidemment, donnez-moi vos avis dans les commentaires de cette vidéo, bien sûr. Avant la fin de cette vidéo, je voulais faire un petit encart focus sur les spoilers du livre, donc évidemment si vous n'avez pas encore lu Feu et Sang, ça va traiter de ce qui se passe après, même si c'est basé sur des personnages qui apparaissent dans l'épisode 1, donc évidemment si vous n'avez pas encore lu et que vous voulez éviter les spoilers, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. Donc allez, c'est parti pour les spoilers, vous êtes prévenus. À la marque, on voit Corlys Velaryon inspecter son bateau, le Serpent de mer, qui a pris très cher durant sa deuxième campagne dans les Degrés de Pierre. Il en discute avec un nouveau personnage qui ne paye pas de mine pour les non-lecteurs, mais que vous aurez reconnu comme étant Aline de Karen, un personnage que l'on reverra dans la saison 2, puisqu'on le voit dans les trailers avec une armure Velaryon. Il s'agit d'un bâtard Velaryon qui aura son coup à jouer durant la danse, puisqu'il fera partie des prochains dragonniers de la Semaison Rouge, d'où l'importance de le mettre en place dès l'épisode 1 de cette saison 2, sans trop en faire non plus. Même chose avec le forgeron qui vient donner une requête au roi Aegon II, il dit s'appeler Hugh et être forgeron à Port-Réal, on reconnaît donc ici Hugh Hammer ou Hugh Marteau. Chose intéressante, House of the Dragon change un peu le personnage puisque dans Feu et Sang, il apparaissait à Père Dragon comme forgeron également. Il s'agit d'un bâtard Targaryen qui lui aussi aura des choses à faire durant la danse des dragons puisqu'il est lui aussi appelé à devenir dragonnier durant la Semaison Rouge. Il me semble reconnaître Hugh dans un dîner avec Rhaenyra dans un trailer, donc je suis curieux de voir comment ils vont gérer ces changements d'allégeance après l'avoir mis en place à Port-Réal de prime abord. Enfin, je dois dire que je suis assez intéressé par le fait qu'on voit autant Eric et Harry Cargill dans ce premier épisode. Plusieurs scènes leur sont dédiées, et comme House of Dragon ne fait jamais rien sans raison, on peut s'imaginer que leur duel aura bien lieu dans la saison 2. D'ailleurs, quand Daemon reproche à Eric de ne pas avoir tué l'usurpateur, Eric lui rétorque qu'en tant que garde royal, il a prêté le serment de protéger la famille royale, aussi est-il difficile pour lui de savoir quoi faire lorsque cette même famille royale s'entre-déchire. Donc à mon avis, vous l'aurez compris, le duel des jumeaux Cargill devrait arriver en saison 2, et on l'a peut-être même déjà aperçu dans les trailers de la saison. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cet épisode 1 de la saison 2, donc ce gros décryptage assez fatos. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Dites-moi évidemment votre note entre 1 et 5 dans les commentaires sur cet épisode. Est-ce que c'est toujours aussi bon? Est-ce que ça fait plaisir de retrouver House of Dragon? Moi je suis à fond, je suis trop content, ça me fait tellement plaisir de faire ce genre de vidéo pour vous. Donc merci à tous, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, le soutien sur Ko-fi, sur KissKissBankBank, sur Discord, etc. N'hésitez pas, ça fait super plaisir et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un live avec Mr. Grimes et Say My Name et une autre vidéo très prochainement, notamment les théories sur l'épisode 2. Allez c'est parti, à la prochaine, ciao tout le monde.